Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez. Je suppose que oui. Donc, je vais me présenter. Je suis Isabelle Soraru. Je suis ambassadrice cette année du réseau Alumni. Et donc, en tant qu'ambassadrice, je suis très heureuse d'introduire cette rencontre qui, je vous rappelle, a pour objet quelle nouvelle piste pour gérer la douleur. Donc, avant de démarrer et de laisser la parole à nos intervenants, je voulais juste rappeler un petit peu l'objet de ces rencontres. Ces rencontres alumni, elles ont été initiées par Jean-Claude Gall, qui est professeur émérite en paléontologie, qui a été ambassadeur du réseau Alumni en 2019. Il les avait créés en 2018-2019, donc dans l'idée de se faire se rencontrer le monde académique, celui de la recherche universitaire, et puis aussi le monde socio-économique autour de problématiques communes, sur des thèmes de recherche, d'actualité. Et donc l'idée, c'était vraiment de favoriser un dialogue entre laboratoires de recherche, structures privées, de partager ça avec les étudiants, avec le réseau Alumni, pour que ces personnes puissent partager leurs démarches, peut-être aussi leurs questionnements. Donc, je trouve que c'est un format intéressant parce qu'il permet la mise en relation entre les alumni, les étudiants, et puis ça permet aussi de faire mieux comprendre à la fois les enjeux de la recherche et les enjeux du monde socio-économique. Donc, je vais laisser tout à l'heure la parole à Eléa Eberlé qui va animer la rencontre, mais je voulais juste vous proposer un petit détour autour de cette question de la douleur. Moi, ma formation initiale, c'est un doctorat en littérature, donc j'ai eu envie de revenir rapidement sur le sens des mots et le sens du mot douleur, qui vient du latin dolor, donc de la même racine que des mots comme condoléance ou deuil. Et du côté du mot grec, qui est algos, on a des mots comme lombalgie, antalgique, nostalgie également. Donc, on voit que c'est intéressant parce que ça va à la fois du côté du physique, mais aussi du côté psychologique, le corps et l'esprit. Et on peut rappeler aussi que la perception de la douleur, c'est une histoire très longue que je ne vais pas vous refaire ici, évidemment. Aujourd'hui, on considère avec raison que voilà, il faut prendre en charge la douleur. On a fait beaucoup de progrès sur la prise en charge de la douleur et c'est tant mieux. On peut rappeler que c'était pas toujours perçu de la même manière. En fait, dans le monde antique, dans la religion, dans la littérature, dans la philosophie, c'était considéré comme une épreuve à affronter dont on pouvait sortir grandi. Donc pas forcément quelque chose à éliminer. On peut se souvenir d'une citation célèbre de Nietzsche. Il disait: ce qui me tue pas ne me rend plus fort. C'est vraiment une approche différente. Donc bref, je vais m'arrêter là parce que c'est pas moi qui vais parler aujourd'hui, mais je trouvais intéressant de rappeler que la douleur, la perception de la douleur, le sens qu'on lui donne, ça a beaucoup évolué et du coup, la prise en charge de la douleur aussi, par conséquent, et qu'il y a cet aspect physique, mais aussi l'aspect psychologique. Donc c'est un problème assez complexe. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la prise en charge de la douleur, justement, de comment la gérer grâce à de nouvelles pistes, de nouvelles molécules. Donc, on va être sur un terrain plus scientifique, mais aussi, de ce que j'ai compris, un petit peu naturaliste, si on peut dire, parce qu'on va parler aussi du rôle des plantes dans ces molécules-là. Donc, je vais immédiatement passer la parole à Eléa Eberlé, qui va être modératrice. Et puis, je remercie aussi les deux intervenants qui vont nous faire profiter aujourd'hui de leur savoir sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci Isabelle pour cette super introduction au sujet d'aujourd'hui. Alors nous sommes dans le studio de la DENUM sur le campus de l'Esplanade et aujourd'hui à ma droite j'ai les deux intervenants qui vont nous parler de la douleur aujourd'hui, Hugues Petitjean et Alexandre Charlet, qui sont tous les deux anciens étudiants de l'Université de Strasbourg puisqu'ils ont eu leur doctorat en neurosciences ici sur le campus de l'Esplanade. Alors Alexandre Charlet, tout à droite, tout à ma droite, est actuellement chargé de recherche au CNRS, à l'Institut de neurosciences cellulaires et intégratives, où il travaille sur la douleur. Cette thèse déjà portait sur l'évaluation et la perception de la douleur, et après un postdoc à Lausanne, il est revenu du coup exercer comme chercheur ici à Strasbourg. Concernant Hugues Petitjean, juste à ma droite ici, il a réalisé son doctorat également sur le traitement de la douleur. Si je ne me trompe pas, ça portait sur la moelle épinière, la perception de la douleur dans la moelle épinière du rat. Après un post-doc au Canada à l'université de McGill, il est revenu à Strasbourg et il est actuellement directeur scientifique de l'entreprise Benefit.
Et donc, de leur rencontre et de leur collaboration émergent de nouvelles idées pour traiter la douleur, qui est actuellement un problème de société, en particulier la douleur chronique. Donc, je vais tout de suite leur laisser la parole pour vous parler un peu de ce sujet. Pendant toute la durée de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions, soit sur le sujet de la douleur, soit sur leur parcours, et on les relaiera au cours de la présentation. Voilà, donc je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Alors tout d'abord, nous souhaitons remercier les organisateurs et organisatrices de cet événement et par ce biais aussi soutenir ce réseau d'anciens de l'Université de Strasbourg. Et aujourd'hui, on va vouloir, avec Alexandre, vous montrer comment finalement, en tant qu'ancien élève, nous continuons à travailler avec l'université sur des thématiques assez universitaires. Alors, donc on a, à la demande un petit peu du réseau, comment on pouvait articuler notre présentation, et on a voulu aller un petit peu sur quand même une présentation un petit peu technique pour vous montrer vraiment comment réellement on peut mettre une collaboration en place entre finalement une entreprise du secteur privé et un laboratoire public du CNRS autour finalement de nos formations que nous avons obtenues à l'Université de Strasbourg. Et c'est de vous proposer donc des nouvelles pistes pour gérer la douleur. Et je crois que Isabelle a vraiment très bien présenté la douleur. Alors, moi, je vais juste résumer cette partie-là, donc douleur et souffrance qui sont souvent liées, par vous donner ce que l'Association internationale des chercheurs contre la douleur définit comme douleur. C'est une définition qui change régulièrement tous les 4 ans. Mais ce qu'on peut en retenir, c'est que ça va être une expérience sensorielle et émotionnelle, d'accord, qui va être désagréable au final, et qui est liée ou non, et c'est ça qui est important, à un dommage dans les tissus. Donc on voit bien tout le problème de la douleur entre une expérience qui pourrait être uniquement sensorielle sur une lésion tissulaire et éventuellement quelque chose qui serait uniquement émotionnel, de l'ordre de la souffrance comme un deuil. Alors nous, aujourd'hui, on ne va pas aller aussi loin, on va vraiment s'intéresser à un problème qui est la douleur chronique. Alors, la douleur, on peut la prendre comme une fonction vitale, qui serait un système d'alarme. Et vous pouvez voir donc sur cette image qui était déjà proposée par Descartes, voilà, vous avez un système d'alarme au sein de votre organisme, vous vous brûlez, vous vous piquez. Eh bien, il y a un ensemble de détections et de réactions qui s'opèrent afin d'adapter votre comportement, et une réaction physiologique cellulaire qui va être l'inflammation pour entraîner la cicatrisation de la zone lésée. Alors tout ce système, il est fonctionnel, opérationnel, et c'est donc très utile pour notre propre survie. Néanmoins, dans certains cas, ce système peut être déréglé, il peut devenir finalement une source de problèmes. Et dans ce cas-là, on va parler de pathologies de la douleur qui vont avoir un petit peu le nom fourre-tout de douleur chronique. Alors une douleur chronique, ça va être quelque chose qui est vraiment durable dans le temps. Les gens qui en souffrent, c'est quelque chose qui dure depuis plus de 3 à 6 mois et qui peut durer toute la vie, hélas, et qui va avoir comme caractéristique pour nous aujourd'hui et pour les gens qui s'intéressent aux douleurs chroniques, ce qu'on appelle de la pharmacorésistance. C'est-à-dire que tous les traitements disponibles ne vont que soulager ou vont présenter en fait des adaptations. Alors c'est l'exemple des opioïdes, on en donne, ça fonctionne un temps, puis ça ne fonctionne plus, puis ça donne plus en fait d'effets secondaires que d'intérêts antidouloureux. Et donc on a un gros problème de manque de traitement. Donc il y a une recherche qui est multidisciplinaire, multi-acteurs autour de comment on pourrait proposer des approches innovantes, des traitements innovants pour soigner la douleur chronique. Alors, Benefit, c'est une société qui a été créée en 2013, mais qui a eu une phase d'incubation de 2 ans. Et l'idée principale de Benefit, ça a été de valoriser les plantes des herbiers de médecine traditionnelle européenne du XVIe et XVIIe siècle, qui étaient principalement décrits pour soulager des rhumatismes. Alors un rhumatisme, c'est intéressant, c'est un mal articulaire qui va reposer en fait sur une inflammation chronique. Donc vous voyez bien que là déjà on peut se servir de ces informations-là comme actuelles pour traiter des pathologies de douleur chronique qui dépendent souvent de phénomènes de chronicité inflammatoire. Et donc le but,
c'est d'identifier à travers ce travail-là de nouvelles molécules antidouloureuses. Alors, comment on a procédé ? Bien, on a lu les herbiers, on les a étudiés, on les a quantifiés, afin de bâtir une banque de données de plantes à laquelle on avait associé donc des critères. Elles ont été étudiées, oui, non, qu'est-ce qu'on en sait, pour découvrir finalement qu'il y avait un grand nombre de plantes de la médecine traditionnelle européenne qui étaient sous-étudiées d'un point de vue des techniques modernes, tant chimie que biologie. Et c'est cette idée-là qui nous a vraiment motivés de, parmi ces plantes les moins étudiées, qu'est-ce qu'on pouvait en extraire, qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme contribution contre la douleur chronique. Et ça a été une première collaboration en 2014-2015 avec différents stages organisés au sein de l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg, plus particulièrement dans leur laboratoire du professeur Éric Marchionni à la faculté de pharmacologie de Strasbourg. Et principalement, le coordinateur de ces stages fut le docteur Christophe Marsic. Et ce qu'on a pu mettre en place, ce sont finalement des manips préliminaires qui nous ont montré que finalement, ce qu'on s'attendait, c'est que dans ces plantes-là d'intérêt, il y avait beaucoup de molécules, il y a plusieurs classes de molécules. Et très vite, celle qui est apparue comme pouvant être à la fois la plus intéressante à explorer furent les terpènes par rapport aux alcaloïdes. Alors je vais vous dire pourquoi on a pensé aux terpènes comme principe actif antidouloureux. C'est que les terpènes, vous en avez beaucoup en alimentation, en parfumerie, et déjà en usage dans des huiles essentielles pour médecine alternative. Et le terpène, si je prends un exemple concret, c'est par exemple la molécule qui s'appelle le menthol. Et tout le monde a pu expérimenter en fait ce que peut faire un terpène comme le menthol. C'est cette sensation de froid que fait une pommade à base de menthe ou de menthol. Et c'est cette sensation aussi du goût menthe et de fraîcheur dans la bouche que vous avez quand vous mangez un chewing-gum complété donc en terpène menthol. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, ces terpènes-là, ils peuvent activer des récepteurs au sein des neurones sensoriels qui vont donc donner lieu à ces sensations de goût ou de froid. Mais aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est que certains ont des propriétés anti-inflammatoires, c'est-à-dire qu'au sein des mécanismes cellulaires et moléculaires qui promeuvent l'inflammation, ils peuvent soit être pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires. Donc ça, c'est des propriétés très très intéressantes si vous voulez donc combattre des foyers de douleurs chroniques qui dépendent d'inflammation chronique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on avait deux plantes qui nous intéressaient vraiment, qui s'appellent le petit calaman et la menthe poivrée, que vous avez ici illustrées sur ces dessins. Et ces plantes, toutes deux, sont citées régulièrement dans ces anciens herbiers comme étant utiles pour combattre des rhumatismes. Alors c'est très intéressant, ces deux plantes appartiennent à la même famille des Lamiaceae. Nous nous sommes demandé quels pouvaient être à la fois les points communs ou les différences qui pouvaient rendre compte d'un effet positif ou d'un effet de soin contre ces rhumatismes. Et donc pour cela, on a réussi à mettre en place une convention de recherche CIFRE, et donc un projet de thèse qui a été porté par Zélie Trio, qui nous ont permis, d'un point de vue de l'entreprise, mais aussi donc pour le laboratoire, de mettre en place des principes innovants d'extraction des principes actifs de ces molécules terpéniques. Il faut savoir que ces molécules sont volatiles, elles sont petites, elles ont des problèmes de mise en solution, et c'est tous ces problèmes qu'a réussi à résoudre grâce à sa thèse Zélie Trio. Et donc j'évoquais le problème de solubilisation parce qu'on va voir que pour faire des tests après tant cellulaires que comportementaux, il va falloir mettre ces terpènes dans des solutions. Alors ici, je vous illustre un des résultats qu'on a obtenus quand on a comparé en fait la composition en terpènes de ces deux plantes. Vous avez en bleu la menthe et en vert le Nepeta. Et ce que vous pouvez noter, c'est que finalement, ils vont contenir dans les innombrables terpènes qu'on a essayé de détecter, eh bien, il va y avoir une signature pour principalement un terpène. Donc la menthe, un petit peu comme on s'y attendait, ça va être le menthol. Mais pour cette autre plante, eh bien, on a découvert que c'était la pulégone. Donc finalement, ces deux plantes qui avaient un usage en médecine traditionnelle similaire ont une signature en composition de terpènes différente.
Donc on s'est naturellement décidé à savoir, par rapport au menthol ou à la pulégone, quelles pouvaient être leurs propriétés à la fois anti-inflammatoires et anti-douleurs. Et c'est ce que je vous illustre ici dans cette expérience qu'a réalisée Zélie, où elle a mesuré en fait la libération du TNF-alpha. Le TNF-alpha, c'est vraiment une molécule qui initie les processus inflammatoires quand les cellules immunitaires sont stimulées, ici avec un agent pathogène provenant de bactéries. Alors vous pouvez voir que dans la mesure des solutions véhicules contrôle, nous avons une forte libération de TNF-alpha, donc c'est la barre blanche, qui est représentée sur ce graphique, lorsque les cellules sont donc activées par cet agent pathogène. Et vous pouvez noter qu'il y a une molécule contrôle, le célestrol, donc un terpène qui était connu pour inhiber cette libération de TNF, donc l'empêcher, fonctionne bien. Et donc on a comparé cette activité aussi pour quand on mettait du menthol ou de la pulégone. Et c'est ce que vous pouvez observer que ces deux molécules terpènes ont une action contre la libération du TNF-alpha et donc on les a qualifiées de anti-inflammatoires. Donc finalement, dans ces plantes, il y a chacune un composé terpène original qui est anti-inflammatoire. Et la question suivante qu'on s'est posée, c'est donc, est-ce qu'ils peuvent être aussi antidouloureux? Alors pour cela, je m'excuse. Alors, un petit souci. Vas-y. Ah. Encore une fois. Une fois de l'autre côté. Il revient en arrière. Pourquoi ça revient en arrière? Attends, maintenant, c'est bon. Eh bien, pour répondre à cette question-là, nous avons en fait construit une nouvelle collaboration avec une nouvelle thèse en convention CIFRE avec le laboratoire d'Alexandre Charlet qui est ici. Alors, du coup, cette collaboration a eu lieu parce que notre équipe s'intéresse, donc depuis 2013, depuis mon recrutement, au contrôle des émotions de manière large. Et puis on l'a vu avant dans la définition de la douleur, à la fois par Isabelle et par Hugues, que la douleur, ce n'est pas seulement une sensation, c'est aussi une émotion. Donc ça nous intéresse très fortement. L'avantage aussi d'un point de vue purement scientifique pour la recherche fondamentale, c'est qu'on arrive extrêmement bien à mesurer les différentes modalités sensorielles de douleur. On arrive aussi à apprécier l'aspect vraiment émotionnel de la douleur. Tout ça sur des modèles animaux. Ça, c'est important de le mentionner, c'est-à-dire que les premières études que Benefit a menées en collaboration avec l'IPHC, donc les études de chimie, sont pour la plupart des études in vitro, qui permettent donc de faire une première sélection de molécules. Comme il a expliqué Hugues, on est parti d'un herbier de centaines de plantes, on a sélectionné 2. Sur ces 2 plantes, on a obtenu une trentaine de principes actifs. Là encore, on en a sélectionné 2. Sur ces 2 qui ont été sélectionnés, on a vu une activité inflammatoire et donc on a voulu les tester pour leur activité antidouleur. Mais pour faire ça, il faut donc forcément faire appel à un modèle animal puisqu'on ne peut pas tester la douleur ailleurs, sur une cellule par exemple. Et au laboratoire, on utilise principalement les rats, donc des modèles animaux rongeurs. Et on les fait parce qu'ils ont, là c'est c'est le schéma qui est assez complet sur votre droite. On utilise les rongeurs parce qu'ils ont un système nociceptif, un système sensoriel et d'appréciation de la douleur qui est extrêmement similaire à celui du primate. Donc en fait, on peut observer ces réseaux neuronaux, on peut observer l'impact d'une molécule sur la douleur chez le rongeur en pouvant très facilement ensuite faire le saut vers le primate et donc chez l'homme. Ça, c'est important parce que finalement, la finalité, c'est de développer ou en tout cas de caractériser de nouvelles molécules à visée analgésique. Et donc, on utilise ces modèles de douleur animaux pour tester. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on s'est intéressé aux différentes modalités sensorielles douloureuses. Donc, on a pu tester des modalités sensorielles mécaniques et thermiques. Et dans le thermique, on a pu différencier le chaud et le froid. Donc là, vous avez juste une illustration en fait des tests qui sont utilisés. Pour le mécanique, on utilise principalement ce qu'on appelle une petite pince calibrée. Donc on va placer le rat qui est non contraint, il va naturellement là dans le chiffon, et on lui pince la patte arrière. Et lorsqu'il retire la patte, donc à partir du moment où il commence à sentir une douleur, on arrête, on note la valeur et on a notre seuil de détection nociceptif. Et on fait exactement la même chose pour le thermique chaud, pas avec une pince cette fois, mais avec un faisceau lumineux rouge. Et cette fois, on va obtenir un temps. C'est-à-dire qu'on place le faisceau lumineux sur la patte de l'animal,
qui va progressivement chauffer la patte. Lorsqu'il commence à sentir une douleur, il retire sa patte. Ça, c'est important aussi pour noter d'un point de vue éthique, tout simplement, puisque on se place à chaque fois au seuil. C'est-à-dire que l'animal, finalement, il ne souffre pas. On le stimule et on arrête la stimulation lorsque lui, il décide. Donc on utilise ça et on a pu ensuite tester l'effet donc, des principes qui ont été isolés précédemment, donc la pulégone et le menthol. Et vous avez ici, donc vous allez avoir trois diapos avec les 3 modalités différentes, sensibilité mécanique, thermique chaud, thermique froid, qui vont à chaque fois montrer l'effet donc d'une injection intrapéritonéale, donc dans l'abdomen de l'animal, soit de la molécule pulégone, soit du menthol, soit simplement de leur véhicule qui correspond à leur contrôle. Et donc ce que vous pouvez voir ici, c'est que qu'on injecte le menthol ou le pulégone, on va avoir ce qu'on appelle une analgésie, enfin une anti-hyperalgésie. C'est-à-dire que vous avez votre ligne de base qui est en blanc, et le seuil de détection de la nociception augmente quand on injecte ces molécules. Donc on a un effet analgésique. Et on a cet effet qui va perdurer une petite heure après injection. Ça, on le retrouve sur la sensibilité mécanique, c'est ce que vous voyez ici. Sur le graphique du milieu, c'est ce qu'on appelle un time course, donc les différentes mesures en fonction du temps. Et à droite, c'est une récapitulation de l'effet en mesure d'air sous la courbe. Et là aussi, on voit que l'air sous la courbe, forcément, elle augmente avec la pulégone et le menthol. Pour le thermique chaud, on a similairement le même effet, sauf à la différence que, cette fois, la pulégone va avoir un effet plus important. C'est-à-dire que si vous allez avoir une douleur de type brûlure, la pulégone va être plus à même d'alléger cette douleur que le menthol. Ça, c'est important parce que ça nous permet, nous, de mettre en avant un avantage d'une molécule qui n'est pas forcément encore bien sur le marché, pulégone, par rapport au menthol. Et il faut juste cliquer sur la diane. Non, ça marche plus, c'est cassé dans l'autre sens. Ouais, c'est parce qu'ils acceptent déjà en fait. Voilà. Et là ici vous avez les tests sur la sensibilité froide. Et là vous voyez que le menthol en fait n'allège pas du tout la sensibilité au froid. Donc si vous avez une douleur qui induit des hypersensibilités au froid, le menthol va être inefficace, alors que là la pulégone, comme pour le chaud, va être beaucoup plus efficace et va permettre d'alléger cette douleur. Donc au final, avec ces différents tests, on est parti donc de la plante, on a pu purifier des molécules, on a pu les mettre en suspension pour pouvoir les injecter à des animaux et évaluer leur potentiel analgésique là-dessus. Et on a pu trouver donc, que la pulégone avait un fort potentiel analgésique, bien plus fort que le menthol. Et donc ces résultats vont pouvoir donner lieu à des publications scientifiques. Ça, c'est quand même le but de la recherche fondamentale, c'est de communiquer les résultats. Et en plus de la publication scientifique, on va avoir au moins un dépôt d'invention pour potentiellement aller un peu plus loin d'un point de vue industriel. Alors, si on peut donner une conclusion, on a sur cette thématique donc de recherche de nouvelles molécules, de nouvelles pistes de gestion de la douleur, une approche qui est complètement multidisciplinaire. On part de la chimie jusqu'au comportement, avec de la purification, de la recherche bibliographique, etc., qui est aussi qui se fait à la fois par un partenariat industriel et académique, qui est ce qu'on appelle bioguidé, puisqu'on part en fait de quelque chose qui est décrit dans les ouvrages, qui se fait en médecine traditionnelle. On essaie de comprendre le pourquoi et ensuite de l'appliquer. Et tout ça, en fait, grâce à des financements qui peuvent être notamment fournis par la NRT, donc qui permettent ce genre de collaboration entre le partenaire public et le partenaire privé. Et je pense que là, on a fini pour la présentation, en vous remerciant. Merci beaucoup pour cette présentation. En attendant de voir s'il y a des questions dans le chat, peut-être qu'on peut remettre un peu dans le contexte cette histoire de rechercher des nouvelles pistes pour gérer la douleur. Quelles sont les pistes utilisées actuellement et pourquoi est-ce qu'on a besoin de nouvelles solutions justement pour mitiger la douleur? Des pistes, ça peut être alors des traitements, on va vraiment en parler large. Peut aller maintenant sur... Il y a des études qui se font ici et là, par exemple même sur l'hypnose pour prendre en charge la douleur. L'idée, c'est vraiment ici, il y a ce qui a motivé ma
ma recherche bioguidée autour des plantes, c'était à la fois de voir si on pouvait revaloriser aussi des traitements traditionnels qui étaient peut-être en usage dans nos pays européens, pour proposer des alternatives à ce qu'on appelle aujourd'hui donc l'épidémie des opioïdes. Parce que finalement, même en termes de formation, en termes de possibilités, il va y avoir l'idée de, quand ça fait vraiment très mal, on donne aux gens des opioïdes. Alors ça, c'est vraiment, si on pouvait avoir une panoplie de molécules, même plus douces que les opioïdes, pour proposer des prises en charge de douleurs chroniques, c'est vraiment ce qui a motivé notre démarche. Et l'autre, d'un point de vue purement entrepreneurial et qui a permis de lever des fonds, c'est qu'il y a vraiment peu de molécules antidouleurs au sens large, efficaces, validées. Donc il y a un besoin à la fois de recherche et fondamentale et industrielle sur le sujet pour proposer simplement une gamme de produits antidouloureux. Il me semble qu'un des problèmes des traitements antidouleurs, c'est également le phénomène d'accoutumance. On a tendance à moins bien réagir aux opioïdes, par exemple, au fur et à mesure qu'on les prend. Je crois même qu'il y a un effet d'hypersensibilité des fois, donc ça augmente finalement le mécanisme de douleur. Et du coup, avec des approches comme ça, c'est également des phénomènes qu'on pourrait éviter. Alors, oui, tout à fait. Alors les opioïdes, vous savez, ça va aller fonctionner à la fois sur des récepteurs qui sont directement sur les nerfs sensoriels, comme sur des récepteurs qui sont sur les cellules immunitaires. Donc c'est une cascade de réactions qui, à un moment, on perd le contrôle de toute cette régulation, et donc les opioïdes passent d'un effet bénéfique à un effet complètement ultra nocif, donc avec toute forme. Oui, alors il y a une question dans le chat que je n'arrive peut-être pas à lire en entier, mais peut-on savoir un peu plus sur le mode d'action des molécules? Est-ce qu'on sait actuellement quels sont les récepteurs visés par cette nouvelle molécule, et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'effet sur les stimuli liés au froid? Alors, pour le menthol, là. Ça fait plaisir, pour le menthol, oui. Oui, alors, rapidement, et donc Alexandre pourra corriger et rajouter. Bon, le menthol, c'est un peu notre molécule contrôle, et d'un point de vue aussi de l'entreprise, c'est un peu... vous avez peut-être chez vous des solutions avec du menthol, donc tout le monde peut un peu expérimenter, finalement, qu'est-ce qu'il y a dans une solution où il n'y aurait qu'un terpène, si on veut vraiment un peu simplifier les choses. Alors, le menthol va activer un récepteur qui s'appelle le récepteur TRPM8, qui est un canal cationique qui va activer des cellules comme des neurones ou des cellules immunitaires. D'accord ? Donc, et ce récepteur, il n'est pas exprimé partout, il est exprimé dans des sous-types de cellules ou, pour le coup, sur des nerfs qui codent ou qui détectent que l'information au froid. Donc, c'est comme ça que pour le menthol, il génère sa sensation au froid. Alors, pourquoi il n'inhibe pas la sensation au froid ? Eh bien, soit c'est parce que quand, en fait, le froid a déjà activé ces terminaisons nerveuses, ce récepteur, en fait, qui est activé par les températures est déjà activé, donc de rajouter une activation ne va pas modifier, en fait, ce qu'on enregistre. Comment alors, parce que je pense que c'est comme ça que la question est posée, comment la pylégone, elle agit et sur quel récepteur? Alors là, on a des hypothèses de travail qui feront l'objet plutôt d'un travail un partenariat type recherche fondamentale. On pense que ce sont sur des canaux plus génériques, des canaux type potassium, qui, eux, vont de manière générale inhiber, quand on les active, l'activité des neurones. Donc on a quelques évidences que la pylégone pourrait être un de ces types de molécules, qui donc inhibent l'activité neuronale. Et si je peux compléter, alors pas forcément compléter en termes scientifiques et précis pour le type de récepteur, mais ce genre de questions, c'est extrêmement important, parce que là, on est typiquement dans une démarche de recherche. On part d'une plante, on trouve des principes actifs, on essaie de les caractériser. Et c'est important de noter que même si là, pour l'instant, on arrive à mesurer des effets analgésiques, en tout cas potentiels, chez le rongeur, on ne connaît pas encore le mode d'action. Et connaître les modes d'action, quelle que soit la molécule qu'on utilise, quelle que soit la pathologie qui est ciblée, c'est quelque chose qui est extrêmement important, puisque c'est uniquement quand on a cette connaissance qui est à peu près complète, ou en tout cas bien cernée, qu'on va pouvoir bien cibler le champ d'effet de la molécule,
et apprécier ces effets néfastes, ces side effects, quoi. Parce que on parlait avant des opioïdes qui peuvent induire des hyperalgésies ou qui créent de l'accoutumance. Pour l'instant, avec les terpènes, on n'en a aucune idée. C'est-à-dire qu'on est vraiment au tout début de la recherche. C'est-à-dire qu'on commence à caractériser, mais on ne sait pas encore ce que ça fait une injection répétée. Et comme on ne connaît pas les cibles, on ne peut absolument pas exclure des effets secondaires qui seraient vraiment délétères. Même si, sur les contrôles qu'on a faits, pour l'instant, il n'y a rien qui s'en dégage. Mais encore une fois, pas en application chronique et pas de manière répétée. Alors, peut-être quelque chose qui n'était pas forcément clair ou j'ai peut-être loupé dans la présentation, mais du coup, cette molécule, la punélégone, qui était dans le Kalamata nepeta, est-ce que c'est également un nouveau terpène qui n'a pas encore été étudié ou est-ce qu'il y a déjà des données dans la littérature sur des effets possibles de la punélégone ? Vraiment, il n'y a que quelques publications scientifiques qui, de toute façon, n'étaient pas... ne livraient pas assez d'informations pour se dire c'est aussi bien caractérisé que le terpène menthol. Donc on est reparti de zéro pour s'assurer de ce qu'on pouvait vraiment dire et affirmer avec cette molécule. D'accord. Et alors justement, cette approche qui est plutôt originale de s'intéresser à des documents historiques finalement sur d'anciens traitements potentiels de la douleur, est-ce que c'est une approche qui est utilisée dans d'autres contextes, dans d'autres équipes de recherche pour faire du développement de molécules ? Est-ce que c'est quelque chose qui prend en ampleur ou pas ? On peut peut-être vous répondre de manière très générale, c'est-à-dire que de manière large et générale, en recherche fondamentale, tout travail et tout projet de recherche commence par de la littérature, par de la bibliographie. Donc là, la littérature bibliographie, elle a eu l'originalité de commencer sur des textes qui étaient plutôt anciens, plutôt très anciens, dans des projets plus classiques, plus actuels. La littérature, elle commence au XXe siècle, quoi. Mais de toute manière, ce type de travail est fait. Et il n'y a pas longtemps, on avait un partenariat avec le laboratoire d'innovation thérapeutique, là aussi pour des approches de caractérisation de nouvelles molécules à potentiel analgésique, pas du tout des terpènes, mais cette fois autour du système ocytocinergique. On s'est rapproché d'un laboratoire de chimie qui avait caractérisé de nouvelles molécules qui permettaient aussi d'avoir une analgésie. Et ils ont fait ça parce que quand on creuse dans la littérature, on se rend compte que ce système ne peut pas vraiment être utilisé tel quel, parce que les temps d'action sont trop faibles. Donc eux, en chimie, ils ont cherché à adapter et à améliorer la molécule. Donc oui, tout commence par la littérature. Donc on a une remarque dans le chat. Il est évident que les recherches sur la douleur mettent en lumière des problématiques éthiques. Si j'ai bien compris, les molécules sont injectées avant le stimulus douloureux, c'est-à-dire en préventif. Or, les antalgiques sont plus souvent administrés en curatif. Comment s'assurer que les méthodes et modèles utilisés seront prédictifs ? Tu parles du CFA, tu expliques. Oui, en fait, donc ce que j'ai pas pris le temps d'expliquer, c'est que alors il faut différencier le modèle de douleur et le test nociceptif. C'est-à-dire qu'en recherche animale, on utilise un modèle, donc d'abord un modèle animal, donc le rat, et un modèle de douleur. Pour des modèles de douleur, on a toute une palette qui sont bien caractérisés, qui sont utilisés. Dans ce cas-là, on a utilisé ce qu'on appelle une injection intraplantaire de CFA, d'adjuvant complet de Freund. Et cette solution va créer en fait une inflammation localisée de la patte. Donc ça, c'est notre modèle de douleur. C'est-à-dire qu'on sait que quand on injecte cette solution, on va avoir une douleur qui est complètement localisée, qui est restreinte à la patte et qui reste unilatérale. Donc c'est quelque chose qu'on contrôle bien, qu'on regarde et qu'on sait apprécier. Et c'est sur ce modèle de douleur qu'on va ensuite injecter la molécule potentiellement analgésique. Parce que l'animal qui présente cette inflammation va avoir des sensibilités exacerbées, mécaniques, froid, chaud. Et si une molécule est analgésique, les sensibilités donc, vont diminuer pour revenir vers un seuil qui devrait se rapprocher de la normale, donc non inflammatoire. Donc c'est pas du préventif, c'est-à-dire qu'on n'injecte pas la molécule avant de créer le modèle de douleur. Ça peut se faire, il y a des études qui le font, qui sont tout à fait intéressantes aussi, notamment dans la prévention des douleurs neuropathiques, qui sont encore un autre type de douleur. Mais ici, dans ce cas-là, on n'a vraiment que regardé l'effet curatif. C'est-à-dire qu'il y a la douleur qui est en place, on injecte la molécule et on observe une analgésie. Il y a une autre question dans le chat qui demande alors du coup je pense qu'on a déjà la réponse, mais est-ce qu'il y a des produits vendus en pharmacie qui contiennent déjà du punélégone ou pas ?
Alors oui, probablement en trace dans certaines huiles essentielles dérivant de la famille des Limacées ou d'autres plantes qui en contiendraient. Spécifiquement autour d'une mise en avant, ça contient que de la pulégone, je ne suis pas sûr, mais j'attire juste votre attention à, si vous cherchez un tel produit, donc regardez s'il y a la composition, c'est sûr, mais qu'il y ait bien une certification de commercialisation européenne ou française qui va vous donner la garantie que ce produit a fait l'objet de tests en laboratoire pour éviter tout problème de toxicité ou de choses inappropriées. Donc c'est quelque chose qui est vraiment fondamental avant d'accéder à ces médications par soi-même, hein, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si c'est un sujet que vous maîtrisez totalement, mais du coup c'est intéressant sur la production des huiles essentielles justement. Est-ce que la composition précise de chaque huile essentielle est mesurée, quantifiée? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de quantité justement de composés actifs dans les huiles essentielles vendues en pharmacie? Alors c'est possible. De toute façon ça va être des gammes, ça va être des pourcentages. Il peut y avoir des choses, mais le principe d'une huile essentielle, c'est vraiment de contenir les choses au maximum. Mais le petit bémol, c'est que c'est ça va tout amener, hein, d'accord. Donc s'il n'y a pas eu plus, on va dire de tri moléculaire, vous allez avoir les molécules qui vont être bonnes comme mauvaises, hein. On pourrait parler de certains types d'alcaloïdes qu'on récupère facilement dans les huiles essentielles et qui vont avoir une activité contre le foie ou contre d'autres organes. Donc là encore, prudence sur certains produits qui doivent faire l'objet de certification, j'insiste lourdement, parce que ça veut dire que c'est une garantie de leur innocuité. Donc ils ne sont pas toxiques en théorie. Alcaloïdes qui du coup sont une classe de composés toxiques. Non, pas tous, mais certains. Vous pouvez avoir dans certaines plantes des composés qui vont avoir un effet, on va dire, antidouleur pour notre affaire, mais l'autre partie des composés a un effet, c'est ça, ils vont détruire, hélas, un organe, par exemple. Mais, donc c'est pour ça, ici, on s'intéresse à vraiment repartir de zéro, un composé d'une famille chimique majoritaire, et on va voir si à lui seul, en fait, il porte des propriétés intéressantes. Et c'est le cas ici. Donc c'est ce qu'on voulait mettre en avant, c'est que finalement, en regardant une plante qui est utile contre les rhumatismes, on observe finalement qu'il y a un composé actif qui peut porter à lui seul toute cette opération. Ça voudrait dire que finalement, pour des raisons même industrielles, ou même de ne pas broyer une tonne de plantes et faire des huiles, on pourrait juste utiliser la pulégone. Et je ne rentre pas dans les détails, mais d'un point de vue des autres projets qu'on a, c'est ça, on s'intéresse à la synergie entre ces molécules afin de réduire leur quantité dans des préparations. Et c'est ce qui fait l'objet d'un dépôt d'invention commun entre l'entreprise et le laboratoire, car on a pu mettre en évidence, ce qui est intéressant, c'est de prendre plusieurs terpènes à faible quantité pour obtenir ces effets antidouleurs, anti-inflammatoires, ce qui est aussi intéressant d'un point de vue de production et d'économie. Alors, quelqu'un nous fait une remarque dans le chat, comme quoi l'huile essentielle de menthe Pouliot serait réputée neurotoxique à cause de la pulégone. Est-ce que vous avez mesuré un effet de neurotoxicité dans les tests sur... Oui, tout à fait. J'ai des souvenirs de littérature, mais oui. En fait, vous avez un problème de concentration. Souvent, alors là, on ne les a pas présentés dans le point de vue, on a présenté que la libération TNF, mais en fait, un des gros apports de la thèse en fait, de Zélie-Trio, ça a été de faire le tri, finalement, au même moment qu'on choisissait les molécules, est-ce qu'elles sont anti-inflammatoires et non toxiques, parce que vous pouvez avoir des effets anti-inflammatoires tout en ayant une présence d'effets toxiques. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'à concentration égale, par exemple, eh bien, le menthol est 4 fois plus toxique que la pulégone. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de montrer que ces effets, on observe à différentes concentrations quand ça augmente. Pour la pulégone, là on a parlé de 3 millimolaires, mais ce qui est intéressant, c'est de voir de réduire ces concentrations pour justement éviter des effets cytotoxiques propres. Et donc souvent dans les huiles essentielles, c'est probablement trop concentré, en synergie aussi avec d'autres choses, qui vont plutôt en fait apporter l'effet toxique et non thérapeutique.
Peut-être une question sur un aspect un peu plus technique, mais est-ce que l'extraction de cette famille de composés, les terpènes, présente des spécificités et des difficultés particulières par rapport à d'autres classes de composés? Ah oui, ça a pris une thèse et c'est pas fini. Ça a fait l'objet de 3 publications scientifiques et la recherche sur l'extraction de molécules volatiles de très petite taille, parce que on a oublié on ne voulait pas insister lourdement sur certains détails techniques, mais on s'intéresse principalement aux monoterpènes qui ont un gros avantage, c'est qu'ils passent la barrière hémato-encéphalique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent accéder jusqu'au cerveau. Alors si vous cherchez des molécules qui sont neuromodulatrices, qu'on pourrait juste par exemple avoir à inhaler à travers le nez, c'est ce genre de molécules. Problème, c'est très peu soluble dans l'eau et c'est volatile. Donc ça veut dire qu'à n'importe quelle méthode d'extraction, prenons de l'hydrodistillation, vous allez probablement perdre une grande quantité dans l'air. Donc ce sont des méthodes compliquées, avec des colonnes, avec des gaz, des chambres, voire pour les dernières qu'on a mis en place, des solvants dits profonds, pour traduire vraiment comment on les appelle, pour vraiment essayer d'extraire, par exemple, dans une solution d'eau et de sucre, un maximum de ces molécules sans qu'elles se partent dans l'air parce qu'elles sont volatiles. Mais c'est très compliqué. C'est un défi industriel. Donc c'est un sujet de recherche en soi, de comment extraire ces composés. Il y avait une excellente question dans le chat, et c'est bien, ça fait la transition avec le sujet sur lequel je voulais arriver. Vous parliez à la fin de la diapositive d'un projet de dépôt d'invention. Combien de temps vous estimez entre le dépôt d'invention et la sortie d'un médicament avec un principe actif comme ça? Et c'est peut-être une question plus générale sur combien de temps ça prend finalement pour passer de la recherche fondamentale à la recherche appliquée et au produit final? Ça peut prendre très 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 longtemps. Voilà, c'est ça. Là, ce qu'on va faire, c'est un dépôt de brevet. C'est-à-dire qu'on a identifié, ce qu'on a identifié. On ne peut pas spoiler ici, hein, se protéger par l'entreprise. Donc on dépose le brevet. Une fois que ce brevet est déposé, c'est-à-dire que l'invention elle est protégée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une grande boîte pharmaceutique qui va faire la même chose sans au moins contacter l'entreprise, le CNRS et prendre part. Ceci dit, c'est ce qu'on vous a présenté avant. Là, on en est au tout premier test chez l'animal, chez le rongeur. On a fait certains tests de toxicité qui pour l'instant sont concluants, on n'a pas tout fait. On a testé une injection unique, on n'a pas fait d'injection répétée. C'est une application qu'on a fait intrapéritonéale, donc qui pourrait s'apparenter à une prise de cachet. On n'a pas du tout testé, par exemple, si un inhalateur pourrait fonctionner aussi. Ça, on a beaucoup de choses à tester. Et pour tester tout ça, il faut lever des fonds. Donc en fait, le dépôt de brevet, son intérêt premier, ça va être d'attirer l'attention éventuelle d'une grande entreprise pharmaceutique qui, elle, pourrait injecter de l'argent, soit racheter le brevet, soit injecter de l'argent pour pousser la recherche là-dessus. Et une fois qu'on arrive à un produit avec une solubilité, un mode d'application qui est satisfaisant pour les pathologies qu'on veut traiter, il faut encore pousser ensuite les tests, c'est-à-dire qu'il faut sortir du rongeur, il faut aller chez le primate, après il faut aller en phase clinique, c'est toutes les phases cliniques 1, 2, 3 dont tout le monde a entendu parler actuellement là, avec les vaccins. Donc ça prend vraiment du temps. Parce que le but, c'est encore une fois, c'est de sortir un produit, un médicament qui a soit pas d'effets secondaires, soit des effets secondaires limités, et qui est bien caractérisé pour la pathologie dans laquelle il sera prescrit. C'est là encore, c'est une grande différence avec le sujet qui a l'air d'intéresser ici les gens et qui est plutôt à la mode, par exemple les huiles essentielles, c'est que l'huile essentielle, on prend une plante, on extrait l'huile essentielle, on la met sur le marché. Sauf que c'est de la parapharmacie pure, dans le sens où il n'y a pas de prescription, il n'y a pas vraiment de connaissances dessus. Donc c'est au risque de tout un chacun de le prendre, de l'appliquer, ça marche pas, on ne sait pas pourquoi, comment, voilà, c'est compliqué. Là, on part vraiment dans l'idée de développer un médicament qui serait vraiment un médicament. Donc vous avez une pathologie identifiée, vous voulez la traiter, on applique à telle ou telle dose pendant telle ou telle durée. Donc longtemps, après en termes de délai, 5 ans au moins, je dirais, quoi. Oui. Au moins. Au moins, oui. Parce que du coup, entre la conception du médicament à tester et sa commercialisation effective, il y a encore plusieurs étapes et plusieurs phases, dont des essais cliniques, j'imagine. Et ça, un essai clinique, ça peut prendre aussi... c'est quoi à peu près le temps sur un essai clinique pour un produit comme ça commercialisé? Je ne sais pas si vous maîtrisez le sujet ou pas. Si, c'est une étude qui se ferait de nouveau en partenariat avec une université ou un centre de recherche qui a les autorisations.
Et non, c'est avec l'analyse des résultats et le suivi aussi, hein, parce qu'une fois que vous faites le traitement, ce qui est intéressant, c'est d'attendre aussi, de regarder qu'il n'y a pas de regarder. Et donc ce temps-là, c'est 1 à 2 ans. Si l'étude est bien valide, bien montée, parce que... Et alors attention, là je voudrais intervenir et préciser que ce sont, on va dire, des expertises et des métiers qui sont différents de celui du chercheur fondamental ou de l'entrepreneur en biotechnologie. Donc c'est un partenariat, encore une fois, ou une autre phase pour la molécule elle-même. C'est pour ça que c'est déjà extrêmement valorisant pour les étudiants qui ont participé à ces projets de participer tant aux publications qu'au dépôt d'invention. Nous, on étudie, après le dépôt d'invention, si on aura les capacités d'accompagner ou de se faire accompagner. Donc ça veut dire, je ne rentre pas dans les détails technico-administratifs, mais on pourrait hériter que d'une licence de notre invention pour quelque chose de précis sur un type de douleur, pendant que les partenaires qui accompagnent, eux, peuvent récupérer les applications de l'invention au sens plus large. Il y a une autre question très intéressante dans le chat. Est-ce que cette méthode liée au départ à la médecine traditionnelle existe dans d'autres pays, ou est-ce que vous êtes complètement précurseur ? Non, c'est de l'ethnobotanique ou de la pharmacognosie. C'est-à-dire que c'est simplement l'observation empirique des usages dans des sociétés des uns et des autres. Donc il y a vraiment un petit peu l'exemple où il y avait un laboratoire à Strasbourg qui faisait ça bien comme d'autres, où vous regardez les usages de la médecine traditionnelle dans un pays. Ces gens-là utilisent une racine, une fleur, et en tant que chimiste aux méthodes modernes, vous décidez de regarder les mécanismes qui sont à l'intérieur de la plante, enfin les molécules actives. Et là, l'idée, je dirais, où là, quand j'étais à la recherche de mon projet, de pourquoi des plantes, eh bien, je me suis rendu compte, c'est simplement qu'il n'y avait rien qui avait été fait. C'est-à-dire que dans la communauté large ici, à Strasbourg, c'est vraiment, on n'est pas nombreux à s'intéresser aux plantes médicinales, aux vieilles plantes médicinales qui étaient en usage dans nos régions. Et donc, ça mérite simplement déjà un intérêt de connaissances à apporter sur ces plantes. Du coup, il y a aussi un double intérêt en termes de valorisation du patrimoine et de la flore locale, j'imagine, à mettre en avant. Peut-être qu'on peut revenir sur un plan plus large sur comment mettre en place ce genre de partenariat, en fait. Sur quoi vous êtes appuyé, quelles sont les démarches finalement pour faire se rencontrer un laboratoire de recherche fondamentale et une entreprise, et pour monter ce genre de projet en collaboration. Quels sont les critères et les grandes étapes pour ceux qui nous écoutent? Je vais commencer, tu complètes sur la fin. Oui, je vais rajouter l'exemple de la chimie qui était assez frappant. Je suis mauvais en technique. Le premier point de départ, c'est de trouver un centre d'intérêt commun. Ça a l'air bête de dire comme ça, mais il faut qu'il y ait une entreprise qui a un domaine d'intérêt qui soit similaire, voire quasi identique à un laboratoire public. Et ça, c'est extrêmement important parce que finalement, le temps des uns et des autres est complètement compté, et les financements disponibles sont très rares. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt fort, parce qu'il n'y a que à partir du moment où on a un intérêt fort commun qu'on peut se prendre l'énergie et le temps pour créer un projet de recherche commun. Parce que la première étape, ça a été ça, c'est-à-dire donc on se rencontre, on parle pour la start-up, parler de ses ambitions, de ses envies, de ses idées, et le laboratoire parle de ses expertises, à la fois techniques et scientifiques. Et à partir de là, on construit un projet de recherche. Et donc là, on construit un projet de recherche comme n'importe quel projet de recherche. C'est-à-dire qu'on part d'une hypothèse, on décrit comment on peut tester cette hypothèse, les différents objectifs, et on en arrive au projet qui est construit. Une fois qu'on a ce projet, on va chercher des financements. Dans notre cas, le financement qui a été trouvé, c'est... alors je ne sais pas si c'est un des seuls, mais en tout cas, c'est un des rares qu'on a trouvé, qui est le financement par la NRT et la CIFRE, qui est quelque chose d'excellent, qui est le financement d'une thèse. C'est-à-dire qu'on a notre projet, on identifie un candidat pour faire une thèse de neurosciences, dans ce cas-là c'est de neurosciences, on présente le projet et le candidat à la NRT, et s'il le valide, il finance une grosse moitié du salaire de thèse de l'étudiant. Le reste à charge, c'est pour l'entreprise.
Et peut-être ça, tu peux compléter plus facilement que moi. Ben oui, la levée de fonds, quand vous faites une activité qui est tournée vers la recherche et développement, c'est d'abord ce qu'on appelle des business angels qui vous accompagnent dans des incubateurs ou des réseaux d'entrepreneurs. Et ces fonds-là vont ensuite servir de levier si jamais ils ne suffisent pas pour s'adresser donc à des organismes. Alors maintenant, principalement la Banque publique d'investissement par ces différents programmes, qui elle-même va s'appuyer sur des réseaux spécifiques en fonction des projets. Dans le cas de projets en biotechnologie, vous allez très vite aller vers les réseaux comme les sociétés d'accélération de transfert technologique, donc SAD Connecticus ici, avec qui on a eu plusieurs réunions, et qui vous renvoient là où vous pouvez. Sur des aspects plus finalistes, on a un de nos collaborateurs qui a fait les classes SEMIA, donc vraiment de voir qu'est-ce qu'il peut faire une fois qu'il avait des molécules et comment il pouvait même penser en termes de marketing. Donc, on trouve de l'accompagnement, que ce soit sous forme de formation ou de financement, dans différents réseaux. Je citerai aussi le réseau Alsace BioValley qui accompagne beaucoup d'entreprises en biotechnologie. Mais la mise de départ, ce sont des fonds propres et des fonds souvent d'entrepreneurs de type business angel qui ont un intérêt pour des projets de recherche qui se placent sur le long terme. Donc c'est quand même un type d'investisseur qui a le temps, ou du moins que son argent a le temps, et donc qu'on peut rembourser en ce qui nous concerne pas avant 3 ans, pour la plupart de nos actions. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent de l'université en se demandant qu'est-ce qu'elles vont bien pouvoir faire. On sait la difficulté de faire financer des projets de recherche académiques. Est-ce que du coup, cette association avec l'entrepreneuriat, ça rend le déploiement de projets plus facile à financer qu'un projet de recherche académique classique? Je ne dirais pas que c'est plus facile. C'est pas du tout plus facile, mais c'est une autre possibilité. Voilà. C'est une possibilité supplémentaire et ça n'a pas non plus le même but. C'est-à-dire qu'on a des doctorants qui font leur thèse, qui sont passionnés par leur travail, par la recherche fondamentale, qui veulent continuer dessus. Donc eux, typiquement, ils vont continuer en post-doctorat, ils vont souvent aller dans d'autres pays européens ou aux États-Unis, affiner leurs expertises pour ensuite revenir dans l'académique. Pour rester sur du fondamental, c'est-à-dire se poser des questions, se placer à la limite, à la frontière de la connaissance et essayer de repousser un peu cette frontière. On a d'autres doctorants qui n'ont pas du tout cette envie. C'est-à-dire qu'ils aiment beaucoup le travail en laboratoire, parce qu'ils découvrent des choses, parce qu'on crée quelque chose, on crée de la valeur, de la connaissance, mais qui n'ont pas envie de rester dans le fondamental, qui ont envie de passer dans quelque chose avec une perspective à plus court terme, donc un peu plus appliquée. Et pour eux, ce type de partenariat public-privé, je suis pas forcément idéal, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant, parce que ça leur permet de continuer à faire de la recherche, tout en mettant un premier pied dans le monde de l'industrie privée. Donc ils ont cette double casquette, recherche fondamentale et industrie. Et ensuite, à eux de voir s'ils veulent embrayer, c'est-à-dire est-ce qu'ils veulent créer eux-mêmes leur propre entreprise ensuite parce qu'ils ont un projet innovant, est-ce qu'ils veulent mettre leur expertise au service d'un projet qui est existant, est-ce qu'ils veulent rejoindre une grosse entreprise, qui ont tous des problématiques différentes. Du coup, on peut peut-être finir sur cette question pour éventuellement donner des pistes ou des conseils aux gens qui nous écouteraient et qui reverraient cette conférence a posteriori. Quels conseils vous donneriez à des jeunes chercheurs qui souhaiteraient du coup se lancer dans un projet à perspective plus entrepreneuriale et au contraire, quels conseils vous pourriez donner à des jeunes entrepreneurs qui voudraient se rapprocher de laboratoires de recherche pour avoir une perspective plus fondamentale à un projet pour faire de la recherche et développement ou, voilà. S'ils ne devaient retenir qu'un seul message, quels conseils vous pourriez leur donner pour développer ce genre de projet? Ouais, moi je vais peut-être répondre sur l'aspect quel conseil je peux donner à un jeune entrepreneur qui veut se rapprocher d'un laboratoire public, c'est d'oser le faire. Parce que souvent il y a une espèce de barrière de communication entre l'entreprise et le partenariat académique, CNRS, INSERM, université, n'importe. Parce qu'on a l'impression qu'on ne parle pas forcément le même langage, que l'universitaire ne va pas être intéressé dans le projet de recherche privé, alors que quasi systématiquement on est intéressé. Et dans tous les cas, si l'entrepreneur se rapproche de l'universitaire, si la discussion se crée, alors ça ne va pas forcément être concrétisé,
Parce que peut-être que l'entrepreneur, il va taper à côté, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'adresser au bon chercheur. Mais dans ce cas-là, le chercheur va pouvoir le réorienter vers un collègue proche, soit de la même ville, soit d'une ville à côté, soit d'un autre pays. Parce que le partenaire public, lui, connaît tout ce réseau de recherche, il sait exactement ce que les uns et les autres font, il connaît leur intérêt. Donc on va pouvoir rediriger. Et c'est extrêmement important à faire parce que les expertises qui sont nécessaires pour mener ce type de travail fondamental sont rares. Ça, il faut quand même le dire. Elles sont rares, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis. On n'a pas énormément de labos qui savent le faire. Donc c'est vraiment important de faire cette démarche vers le public. Et en osant le faire, et puis voilà, tout se passe bien généralement. Oui, à défaut, il prend contact avec les cellules de valorisation ou de relations aux entreprises, soit de l'Université de Strasbourg ou d'un institut de recherche type CNRS INSERM, qui ont souvent, donc, pour ces gros instituts, des délégations régionales. Et donc, c'est des gens qui, eux, vont parler à la fois des deux langages. Et moi, j'ai eu plusieurs réunions avec des intervenants de ces services. Et on arrive toujours à démêler de ce qui nous est utile ou pas. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on avait besoin entre une prestation, entre un programme de recherche commun, entre pourquoi carrément investir dans un étudiant à la thèse, entre les avantages et les inconvénients de toutes ces possibilités. Ces services-là sont vraiment les professionnels de la coordination, monde privé, monde public, entreprise, laboratoire. Alors, il y avait une autre partie à la question, c'était quel conseil, du coup, pour un jeune chercheur qui souhaiterait entreprendre ? Alors, mais à quel moment ? Quand il a fini sa thèse ou pendant sa thèse ? Les deux. Alors déjà, je voudrais pointer, ça c'est, je reconnais, il y a souvent des formations au cours de la thèse qui vont inviter le jeune docteur à s'intéresser à soit justement ce monde plus académique via peut-être de l'enseignement ou des choses plus académiques, ou des stages ou des interactions ou des rencontres avec l'entreprise. Donc déjà, ça c'est intéressant. Il y a des forums qui essayent de mélanger tout le monde, qui ont lieu assez souvent, qui ont différents noms. Et sinon, c'est si lui, dans sa tête, il a vraiment, pour rebondir sur ce que disait Alexandre, on est dans le cas de l'inventeur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui finalement a une grosse intuition, des compétences techniques et vraiment une idée forte. C'est-à-dire, dont il ne voit pas comment elle pourrait s'articuler à un moment de sa propre carrière ou même à un moment où il est dans son développement de compétences personnelles. Donc, parce que peut-être il lui manque des compétences, peut-être il lui manque l'infrastructure. Et donc, là, on peut rejoindre des incubateurs ou des accompagnements qui sont très généraux. Vous n'êtes pas forcément au début avec des gens qui sont dans les biotechnologies pures, mais vous allez aller voir des gens qui savent accompagner les jeunes entrepreneurs. Et ces gens-là, dans ces incubateurs, ou du mentorat, ça existe aussi dans certaines structures, vont aider à mettre un programme ou une organisation sur l'idée générale. Par exemple, je ne sais pas, si vous êtes quelqu'un qui rêvait de changer l'énergie mondiale, ça va vous prendre des compétences et des infrastructures qui vont être différentes que si vous voulez faire de l'informatique avec peut-être juste une application très concrète pour demain aider à quelque chose, d'un problème vraiment actuel. Donc voilà, vous allez vous faire orienter, mais c'est simplement, il faut pousser les portes. Ça, je pense que c'est vraiment, il faut oser sortir de son cheminement temps scolaire ou du lieu où on est, parce qu'il existe des structures et des intervenants dont c'est la spécialité de mettre en réseau, de faire des propositions et des accompagnements. Ok, donc je pense que ça conclut bien cette rencontre. Oser contacter et oser demander. Et je pense que ça va être une des fonctions peut-être de ce réseau, quand il sera plus structuré, de proposer, tant on a vu là par les demandes de stage et tout ça, mais la mise en relation dans les réseaux autour d'idées, c'est ça qui sera demain, surtout si on est toujours avec des séparations physiques. Je pense que ça va vraiment être intéressant de continuer à contribuer de quelque manière dans ce réseau. Voilà, en tout cas c'est une belle opportunité pour utiliser le réseau alumni et contacter d'anciens étudiants de votre université. Je pense qu'on va conclure. Du coup je remercie la direction numérique de cet accueil dans ces studios. Merci Alexandre Charlet, Hugues Petitjean, Nathalie Henbel pour l'organisation de l'événement et Isabelle Soraroux qui est toujours parmi nous je pense. Voilà, on va conclure cette rencontre. Merci d'avoir été avec nous sur votre pause déjeuner et puis à très bientôt pour une prochaine rencontre débat pour les rencontres alumni.